La publication Facebook de mon père célébrant mon déménagement, la sangsue de 30 ans est enfin partie. Plus besoin de lui préparer ses repas. 1288 j'aime. Ma tante, vous vous souvenez quand elle a pleuré à 25 ans parce que McDonald's l'avait refusé. Toujours au chômage. Maman a posté des photos avant et après, sa chambre porcherie vs mon nouvel antre. Mon nom est Claire Bennett. J'ai 30 ans. Et la nuit où mon père a fait de moi une blague sur Facebook, j'étais dans ma chambre, une main sur une valise à moitié fermée, l'autre serrant mon téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. Son post a été publié à 20h14. La sangsue de 30 ans est enfin partie. Fini de lui faire ses repas. À 20h20, ça avait explosé. Plus d'1 millier de j'aime, des réactions hilares de voisins. Je savais depuis le collège. Un commentaire sur la façon dont j'avais pleuré à 25 ans parce que McDonald's ne m'avait pas embauché. Une photo côte à côte de ma chambre avant et après qu'ils aient tout enlevé. Une légende sur la transformation de mon autodib en une caverne pour un vrai adulte. Mon frère a tagué ses amis et a écrit « Attention, voilà votre futur si vous sortez avec un boulet ». 32 commentaires, chacun essayant de me rendre assez petite pour correspondre à la version de moi qu'il vendait depuis des années. J'ai tout lu lentement, puis j'ai fait quelque chose qui les a tous confus plus tard. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré dans les commentaires. Je ne les ai pas suppliés de retirer le post. J'ai fait des captures d'écran de chaque publication, de chaque légende, de chaque tag, de chaque emoji rire. Puis j'ai liké chacun d'eux. Après ça, j'ai scellé ma dernière boîte, les porté devant la cuisine, où personne n'a pris la peine de paraître honteux, et je suis parti avec un sourire qu'ils ont pris pour de la faiblesse. Ce qu'aucun d'eux n'a compris, c'est que j'avais passé des années à apprendre comment les gens se dévoilent quand ils pensent que vous n'avez aucun pouvoir. Et une fois que les gens vous montrent exactement qui ils sont en public, vous n'avez plus jamais à deviner. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez? Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire va. Le plus drôle, c'est que ma famille croyait vraiment à sa propre histoire sur moi. Il l'avait répété si longtemps qu'elle s'était solidifiée en folklore familial. Claire Dortard, regarde des écrans toute la nuit, n'a pas de vrai travail, gâche sa vie en sweatshirt, quitte à peine la maison, ne contribue à rien, mange la nourriture de tout le monde, agit de manière trop sensible, et pense toujours qu'elle mérite le respect. Ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'était ce que je faisais réellement dans cette pièce avec des rideaux occultants et 3 moniteurs qui brillaient jusqu'à l'aube. Je travaillais la nuit pour une entreprise de cybersécurité de la santé à Columbus, gérant les réponses aux brèches pour les systèmes hospitaliers de 3 États. Quand un rançongiciel bloquait un service d'urgence à 2h du matin, mon équipe était celle en conférence téléphonique. Quand des dossiers de patients étaient exposés, j'étais celle qui traçait les points d'intrusion, documentait les chronologies, guidait les administrateurs nerveux à travers les étapes de confinement et rédigeait des rapports suffisamment précis pour survivre aux poursuites judiciaires. Cela payait bien, mieux que quiconque dans ma famille ne l'imaginait. Mais je gardais ma carrière secrète, car le silence était plus facile que d'expliquer la technologie à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais une blague. Mon père tenait un atelier de réparation de motos en difficulté derrière notre maison. Ma mère jonglait entre des emplois à temps partiel et de longues périodes de ressentiment. Et mon jeune frère Tyler traitait l'âge adulte comme une farce que quelqu'un d'autre nettoierait. Des années plus tôt, après que ma grand-mère June soit tombée malade, c'est moi qui l'ai emmenée à ses rendez-vous d'oncologie, géré ses médicaments et me suis assise à ses côtés pendant les nuits où elle était trop fière pour admettre qu'elle avait peur. Personne d'autre n'avait la patience. Papa disait que les hôpitaux le mettaient mal à l'aise. Maman disait qu'elle ne supportait pas l'odeur. Tyler a dit qu'il avait une vie. Grand-mère a tout remarqué. Elle a remarqué qui se présentait, qui disparaissait et qui n'appelait que lorsqu'il avait besoin d'argent. Après sa mort, les gens ont supposé que les formalités légales se régleraient comme toujours dans notre famille, par des cris, des revendications et le plus bruyant qui s'emparait de tout ce qu'il pouvait. Ils se sont trompés. Il y avait des documents dans un coffre ignifuge avec mon nom dessus, et des signatures dont personne n'a pris la peine de s'informer, car ils n'avaient jamais imaginé que la paperasse pourrait être plus importante que le volume. Je suis resté dans cette maison plus longtemps que je n'aurais dû, pour une seule raison. J'avais promis à grand-mère que je maintiendrais la stabilité jusqu'à ce que je puisse partir proprement. Alors, j'ai comblé les lacunes, les manques de paiement hypothécaire, les renouvellements d'assurance, les soldes de services publics,
les urgences silencieuses. Je l'ai fait sans applaudissements, sans gratitude et finalement sans amour. Au moment où papa a fait ce post, j'avais déjà signé un bail pour un loft en briques converti, à 40 minutes de là, organisé le déménagement, transféré mon courrier et décidé que quoi qu'il arrive ensuite. Je ne me défendrai pas auprès de gens qui avaient besoin de me voir briser pour se sentir plus grand. Ils pensaient célébrer l'expulsion d'un fardeau. En réalité, ils applaudissaient le départ de la personne qui maintenait le sol sous leurs pieds. Et aucun d'eux n'avait assez de bon sens pour demander « Que arrive-t-il à une maison quand la poutre que vous ne cessez de frapper finit par bouger ?» Je suis arrivé à mon nouvel appartement juste après minuit. C'était au 3e étage d'un vieil entrepôt de quincaillerie transformé en appartement. Des briques apparentes, des fenêtres à cadre en acier, des planchers qui craquaient honnêtement, sans accuser. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. J'ai posé mes clés sur le comptoir, allumé la lumière de la cuisine et je suis resté là, dans le silence, assez longtemps pour réaliser que je n'avais jamais vraiment vécu dans un endroit où le calme semblait sûr. Personne ne criait d'une autre pièce. Pas de commentaires sarcastiques lancés comme des fléchettes si je laissais une tasse dans l'évier. Pas de télévision diffusant des vidéos de conspiration à plein volume. Pas de pas devant ma porte de chambre suivi de « Tu es toujours là ». J'aurais dû pleurer de soulagement. Au lieu de cela, j'ai rouvert Facebook. Le poste de papa avait grimpé. Les voisins taguaient des cousins. D'anciens camarades de classe intervenaient avec une fausse sollicitude déguisée en humour. Une femme de l'église a écrit « La dureté fonctionne. Les oiseaux doivent quitter le nid un jour. » Une autre a ajouté « Au moins, elle est partie avant 40 ans. » Tyler avait créé un deuxième poste depuis son propre compte, utilisant une vieille photo de moi en pyjama trop grand, portant des courses de la voiture. National Geographic, image rare de la fille du sous-sol à l'état sauvage. Des centaines de réactions. J'ai aussi fait une capture d'écran de celle-ci. Puis j'ai ouvert le dossier verrouillé sur mon ordinateur portable et tout sauvegardé à 3 endroits différents. Les gens adorent qualifier la cruauté de blague lorsque les conséquences arrivent enfin. Les preuves rendent les blagues moins flexibles. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil traversait des murs nus que je n'avais pas encore décorés, j'ai préparé du café et ouvert la feuille de calcul que j'avais tenue pendant près de 4 ans. Chaque compte du ménage lié à mon nom ou à mes identifiants de connexion y était répertorié, le portail hypothécaire de la maison Bennett, la police d'assurance responsabilité civile commerciale de l'atelier de mon père, le compte d'eau, le gaz, Internet, les rappels de taxes foncières du comté. Le plan de paiement que j'avais négocié lorsque mon père avait pris du retard sur ses impôts professionnels, et l'option d'assurance de flotte bon marché que Tyler m'avait supplié de mettre en place lorsqu'il avait commencé à faire des petits boulots pour l'atelier et qu'il avait ensuite oublié. Son existence, car oublier les choses était l'un de ses talents fondamentaux. J'ai regardé les chiffres et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère s'installer. Pas de rage, pas de vengeance au sens dramatique du film, juste des chiffres. Je n'étais pas sur le point de saboter quoi que ce soit illégalement, et je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'arrêter de secourir des adultes qui avaient bâti leur identité en humiliant la personne qui les sauvait. Alors, j'ai changé les mots de passe qui étaient les miens. J'ai retiré mon compte bancaire de tous les prélèvements automatiques. J'ai envoyé un email au courtier d'assurance pour lui dire que je ne serais plus le contact pour les polices personnelles ou professionnelles de la famille Bennett. J'ai informé le service hypothécaire que les avis futurs devaient être envoyés aux occupants répertoriés dans le dossier. Puis j'ai planifié une rencontre avec l'avocate qui avait géré la succession de ma grand-mère. Pas parce que j'étais incertaine, mais parce que j'étais enfin prête à faire ce qui aurait dû être fait des mois plus tôt. Pour le déjeuner, ma mère avait publié une nouvelle photo. Ma chambre vide repeinte en gris foncé, un fauteuil inclinable en cuir poussé dans le coin, un mini réfrigérateur à côté. Regardez comme cet espace est bien meilleur sans chaos, a-t-elle écrit. La paix enfin. En dessous, papa a commenté, la meilleure rénovation que nous ayons jamais faite. J'ai failli rire. Rénovation. Ce mot est resté avec moi tout l'après-midi. Peut-être parce que c'était tout ce que j'avais fait pendant des années. Me rénover en secret, arracher les croyances pourries, recabler la panique, remplacer chaque chose fissurée qu'ils appelaient ma personnalité par quelque chose de porteur. Vers 16 heures, mon email a sonné avec le premier avertissement automatisé, police d'assurance responsabilité civile commerciale en attente de caducité, paiement non reçu. À 16h11, un autre, prélèvement hypothécaire infructueux.
Veuillez mettre à jour la méthode de paiement. Je me suis adossé et j'ai regardé l'écran. Pendant des années, ces alertes m'avaient donné la nausée, car je savais que je devrais les réparer avant que papa ne le remarque, avant que maman ne panique, avant que Tyler ne jure de s'en occuper plus tard et ne disparaisse. Cet après-midi-là, pour la première fois, je n'ai ressenti aucune urgence. Seulement une question qui attendait depuis longtemps d'être posée: si votre famille ne vous valorise que lorsque vous êtes utile, que pleure-t-il exactement lorsque vous partez enfin? La personne ou le travail? 2 jours plus tard, j'étais assise en face de Rebecca Sloan, l'avocate successorale à qui ma grand-mère faisait plus confiance qu'à la plupart de ses proches. Son bureau sentait le papier, le café et le vieux mobilier en noyer, le genre de pièce où les sentiments perdent leurs arguments face aux signatures. Elle a fait glisser un épais dossier sur le bureau et a tapé sur l'onglet avec mon nom. « Vous avez retardé cela plus que nécessaire », a-t-elle dit, non sans gentillesse. Je sais pourquoi, mais le délai ne change pas les termes. Elle avait raison. Grand-mère June était propriétaire de la maison bien avant que mon père ne prétende qu'elle était son royaume. Quand l'atelier de papa a failli s'effondrer 8 ans plus tôt après un mauvais prêt d'expansion, grand-mère a refinancé l'une de ses autres propriétés pour sauver l'entreprise, puis a placé la maison familiale et le terrain de l'atelier de réparation dans une fiducie vivante. Elle avait vu son fils gâcher ses secondes chances tout au long de sa vie d'adulte et avait décidé que le sentiment était une chose dangereuse sur laquelle bâtir des plans légaux. Dans les documents de fiducie, elle m'a nommé fiduciaire successeur et principal décideur le jour suivant sa mort. Papa et maman ont obtenu l'occupation de la maison et un arrangement d'utilisation réduite de la propriété de l'atelier, mais seulement sous certaines conditions: maintenir la propriété, rester à jour sur les services publics et les taxes. Éviter les comportements qui mettraient en péril les actifs de la fiducie ou harcèleraient le fiduciaire en exercice, et reconnaître par écrit que leur droit d'y rester était une licence révocable, non une propriété. Ils l'ont signé, chaque page, probablement sans lire, car la lecture était pour les autres et les conséquences étaient toujours le problème de demain. Après la mort de grand-mère, j'ai continué à faire fonctionner les choses parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que sa maison se transforme en un autre désastre Bennett. Rebecca m'a aidé à tout structurer proprement. Le problème de l'escroc lié à l'hypothèque, les taxes, l'assurance, les formulaires de conformité de l'atelier. Je gérais le côté pratique. Ma famille a pris mon silence pour de la soumission, car ils n'avaient jamais rencontré une femme dans leur propre maison qui comprenait l'influence. Rebecca a tourné son moniteur vers moi et m'a montré la clause de fiducie que j'avais évité d'invoquer. Le harcèlement public, la diffamation ou l'humiliation ciblée du fiduciaire par un bénéficiaire occupant constitue une ingérence hostile et peut déclencher un examen immédiat, la résiliation de l'occupation et l'accélération des mesures de transition de la propriété. Le poste de mon père n'avait pas seulement été cruel. Il avait été imprudent. Me nommer publiquement, me dépeindre comme instable et dépendante, inviter au ridicule et créer un modèle documenté de harcèlement lié directement au fiduciaire en exercice de la propriété. Rebecca n'a même pas eu à se forcer. Les captures d'écran suffisent, a-t-elle dit. Combinées aux avis de non-paiement et aux antécédents, nous pouvons émettre une résiliation formelle et entamer la transition des droits d'occupation et d'utilisation commerciale. J'ai besoin de votre autorisation. Je me souviens avoir regardé ma propre réflexion sur l'écran d'ordinateur noir pendant une seconde avant de répondre. J'étais là, 30 ans, les cheveux attachés, sans maquillage, toujours dans le simple pull noir que je portais lors des appels de nuit, ayant l'air moins victime que quiconque me connaissait n'aurait cru. Faites-le, dis-je. Rebecca a hoché la tête une fois, comme si j'avais enfin parlé une langue qu'elle comprenait. Elle a rédigé les avis cet après-midi-là, 30 jours pour quitter la maison, suspension immédiate de l'accord d'utilisation de la propriété de l'atelier à un prix inférieur au marché en attendant la preuve d'assurance, la conformité financière et une qualification de bail indépendante. Traduction: mon père ne pouvait plus profiter de la miséricorde de grand-mère tout en insultant la personne qui l'administrait. Nous avons également préparé une demande distincte concernant le harcèlement en ligne, la suppression des publications diffamatoires, la conservation des preuves et l'absence de contact direct en dehors du conseil pour les questions concernant la fiducie. Rebecca m'a demandé si je voulais laisser de la place à une médiation familiale. Je lui ai dit non, pas encore. Peut-être jamais. Elle n'a pas discuté. En soirée, les avis certifiés étaient prêts, l'huissier était programmé, et mon téléphone a commencé à vibrer avec le genre d'énergie que les familles prennent pour de l'amour quand elles sentent que les ressources leur échappent. Cela a commencé avec tante Carole, qui avait été suspectement absente pendant que le poste de papa récoltait des rires.
Elle a laissé un message vocal avec ce ton sirupeux que certains proches utilisent lorsqu'ils veulent votre conformité, emballé comme de la sollicitude. Chérie, rappelle-moi. Ton père est bouleversé et ta mère est confuse. Je suis sûr que tout cela est un malentendu. Un malentendu. J'ai rejoué cette phrase 2 fois et je l'ai presque admirée. Il faut un réel talent pour observer une humiliation publique se dérouler, ne rien dire et ensuite décrire les conséquences comme de la confusion. Je n'ai pas rappelé. 1 heure plus tard, Tyler a envoyé un SMS, « Qu'est-ce que tu as fait ? Papa dit qu'une lettre d'avocat est arrivée. Si c'est une blague, arrête. 5 minutes après ça, réponds-moi alors. Tu ne peux pas nous virer de notre propre maison. » Ce message est resté plus longtemps sur mon écran que les autres. Leur propre maison. Ils l'avaient tellement cru. Le poste, la moquerie, la certitude bravache. Rien de tout cela ne serait arrivé s'ils avaient jamais envisagé la possibilité que je ne sois pas impuissante. C'était ça, le mépris. Il rend les gens négligents. Il leur apprend à supposer que la personne qu'ils utilisent n'a pas de vie privée, pas de documents, pas de porte de sortie, pas de plan. Mais le mépris a une très mauvaise vue. Il ne voit pas ce qui arrive tant que les phares ne sont pas déjà dans l'allée. L'huissier est arrivé à la maison un jeudi à 10h17. Je connais l'heure exacte parce que le bureau de Rebecca a envoyé une confirmation, et parce qu'à 10h19 mon téléphone a sonné comme une alarme incendie. Papa a appelé en premier, puis maman, puis Tyler, puis tante Carole, puis papa à nouveau, puis maman 3 fois de suite, suivi d'un SMS qui disait simplement « Claire, décroche tout de suite ». J'ai laissé les appels sonner pendant que je rejoignais un appel de confinement de Brèche pour un hôpital rural dont le système de planification venait d'être touché par un logiciel malveillant. Il y avait quelque chose de presque poétique à instruire calmement un directeur informatique paniqué d'isoler les points de terminaison compromis, tandis que ma propre famille était enfin forcée de comprendre ce qui se passe lorsqu'un système continue d'abuser de sa sauvegarde la plus importante. À 11h03, Tyler a laissé un message vocal si plein de rage qu'il paraissait plus jeune qu'à 15 ans. Espèce de cinglé. Papa dit que cette lettre dit que la maison n'est pas à nous. Qu'est-ce que tu as dit aux gens ? Maman pleure. Appelle-moi avant que je vienne chez toi. J'ai aussi enregistré celui-là. À 11h22, maman a changé de stratégie. Son SMS est arrivé en fragments, comme le désespoir essayant différents masques. Nous ne savions pas. Puis, ton père plaisantait. Puis, comment as-tu pu faire ça à la famille ? J'ai fixé l'écran et j'ai pensé à toutes les fois où ces mêmes personnes m'avaient dit que j'étais trop émotive, trop dramatique, trop douce, trop sensible pour survivre dans le monde réel. Drôle de constater à quelle vitesse mes sentiments devenaient valides dès qu'ils entraient en collision avec une propriété. Le premier message vocal de papa est arrivé à 11h40. Il semblait moins furieux qu'abasourdi, ce qui le rendait encore plus cinglant. Claire, appelle-moi. Rebecca Sloan dit que la fiducie possède la maison et le terrain du garage. Ça ne peut pas être vrai. Votre grand-mère ne me couperait jamais. Il y a eu une erreur. Il n'y avait pas eu d'erreur. Grand-mère ne l'avait pas mis de côté. Elle l'avait documenté avec précision. Elle lui a donné chance après chance, puis a construit des garde-fous autour des dégâts qu'il aimait appeler malchance. À midi, tante Carole a appelé d'un autre numéro, et cette fois j'ai répondu. Elle a commencé par un soupir assez lourd pour être qualifié de performance. Chérie, tout le monde est bouleversé. Ta mère est hors d'elle. Ton père se sent trahi. J'ai regardé l'horizon de la ville au-delà de la fenêtre de mon appartement et j'ai posé la seule question qui m'importait. S'est-il senti trahi quand il a posté à mon sujet à des milliers de personnes ? Elle a hésité juste assez longtemps pour se trahir. Eh bien, c'était cruel, dit-elle. Mais les familles disent des choses. Cette voie légale semble extrême. Les familles disent des choses. C'était encore là. La réduction familiale ou pour la cruauté. L'exemption sacrée qui transforme l'humiliation en personnalité et les limites en attaque. Non, dis-je, extrême, c'était de vous regarder tous rire pendant qu'il m'humiliait publiquement dans une maison que je protégeais légalement. Elle n'a pas parlé pendant une seconde. Puis vint le script de la culpabilité. Ta mère n'est pas bien. La tension artérielle de Marc est au plus haut. Tyler dit que le garage pourrait devoir fermer si ce problème de propriété n'est pas réglé rapidement. Réglé ?
Comme si j'avais cassé quelque chose de fonctionnel au lieu de me retirer d'une machine qui fonctionnait sur mon silence. Alors ils auraient dû y penser avant d'inviter Internet à cracher sur moi, dis-je, et je mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, Rebecca envoya des copies des documents signifiés avec ses notes. Le garage de papa avait un autre problème maintenant. Parce que je n'étais plus la personne de contact, et que la police d'assurance responsabilité civile avait officiellement expiré. Il ne pouvait plus opérer légalement sur la propriété dans le cadre de l'accord d'utilisation réduite de la fiducie. S'il voulait maintenir l'entreprise en vie, il avait besoin d'une preuve d'assurance indépendante, de permis à jour et de suffisamment d'argent pour signer un bail à un taux de marché réel ailleurs. Il n'avait rien de tout cela prêt, car pendant des années, j'avais discrètement empêché de petites négligences de se transformer en effondrement public. Vers 16 heures, la nouvelle avait commencé à se répandre dans notre ville comme toujours, par des appels téléphoniques à voix basse, une chaise de barbier, une file d'épicerie, un parking d'église. Les clients de l'atelier de réparation ont remarqué que les portes de garage restaient fermées plus longtemps que d'habitude. Le post Facebook de papa était toujours là, mais les commentaires avaient tourné bizarre. Quelques personnes en avaient assez entendu pour commencer à demander pourquoi une fille prétendument inutile semblait liée à des documents de fiducie, des avis de propriété et un avocat. Une femme a écrit: peut-être ne moquez pas les gens en ligne quand vous ne savez pas qui est le nom sur les papiers. Papa a supprimé ce commentaire. Puis un autre post entier a disparu. Trop tard. Les captures d'écran sont éternelles et Internet n'est drôle que jusqu'à ce qu'il commence à garder les reçus. À l'heure du dîner, j'avais 26 appels manqués et plus de 40 messages. Certains suppliaient, d'autres accusaient, d'autres essayaient de me forcer à reprendre mon ancien rôle. Tyler alternait entre insultes et panique. Maman insistait qu'elle ne l'avait jamais voulu de cette façon. Papa a cessé de prétendre qu'il était confus et a commencé à exiger que nous réglions ça en privé, ce qui est une phrase que les gens contrôlants utilisent quand les conséquences publiques leur semblent soudainement injustes. J'ai commandé de la cuisine thaïlandaise, j'ai mangé sur mon canapé en survêtement et j'ai écouté message vocal après message vocal, s'empiler des mêmes personnes qui n'avaient pas cru que ma vie contenait quoi que ce soit de respectable. À 21h14, maman a laissé le message qui m'a finalement fait rire, non parce que c'était drôle, mais parce que cela révélait tout. Elle pleurait si fort que ses mots étaient indistincts. Claire, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Ton père dit que l'atelier est fini si nous perdons ce terrain. Tyler dit qu'il ne peut pas payer son camion si l'atelier ferme. Tu sais que nous avons besoin de toi. S'il te plaît, arrête ça. Tu sais que nous avons besoin de toi. Pav, nous sommes désolés. Pav, nous avons été cruels. Pav, tu ne méritais pas ça. Besoin. C'était le premier mot honnête qu'aucun d'eux n'avait utilisé. J'ai accepté une seule réunion, et uniquement parce que Rebecca a insisté pour que cela renforce le dossier si j'offrais une dernière chance formelle de discussion en présence de l'avocat. Nous nous sommes rencontrés le lundi suivant dans sa salle de conférence, pas à la maison. J'ai refusé de retourner dans cet endroit en tant que fille censée absorber les émotions et nettoyer le désordre. S'ils voulaient avoir accès à moi maintenant, ils pouvaient s'asseoir sous les néons et faire face à la version de moi qu'ils avaient passé des années à prétendre n'existait pas. Papa est arrivé le premier, plus en colère que digne, portant la même veste en cuir qu'il utilisait chaque fois qu'il avait besoin de se sentir plus grand que ses circonstances. Maman est entrée derrière lui, les yeux rougis et un mouchoir serré dans une main. Tyler est arrivé le dernier, les mâchoires serrées, toujours porteur du genre d'hostilité que les hommes utilisent quand la peur les fait se sentir puérils. Tante Carole est venue aussi, car il y a toujours un proche qui croit que chaque effondrement familial nécessite un public et un médiateur que personne n'a demandé. Rebecca était déjà assise quand je suis entré. J'ai pris la chaise en face d'eux, posé un dossier noir sur la table, et j'ai regardé les 4 visages changer en même temps, surprise, puis malaise, puis la réalisation grandissante que je n'étais pas là pour être ignoré. Papa a commencé avant que quiconque ne l'y invite. C'est allé assez loin. Quels que soient les jeux juridiques que toi et Rebecca jouez, ils s'arrêtent aujourd'hui. Tu as embarrassé cette famille. J'ai presque admiré le culot. Tu m'as posté en public pour te divertir, ai-je dit. Tu as invité les gens à rire de moi. Tu as tagué ma vie, ma chambre, ma vie d'adulte, et tu as appelé ça une célébration. N'utilise pas le mot embarrassé comme si tu ne savais pas où ça a commencé. Maman a éclaté en sanglots, la voix tremblante. Nous étions bouleversés. Tu es juste parti.
Non, dis-je, et je fis glisser la première feuille de mon dossier vers eux. Je suis parti après des années d'être utilisé et insulté dans la maison que je maintenais légalement pour vous. La première page était une impression du post Facebook de papa. La seconde était la photo avant-après de maman avec sa légende sur la paix enfin. La troisième était l'avertissement de rencontre future de Tyler. Puis vinrent les commentaires. J'avais souligné les pires phrases. Je les ai lues à voix haute une par une, non pas de manière théâtrale, juste clairement. La pièce changea à chaque phrase. La cruauté sonne différemment quand on la retire d'un écran et qu'on la fait entendre dans l'air ambiant. Tante Carole a essayé d'interrompre. Rebecca a levé une main et la fait taire sans un mot. Puis j'ai étalé les relevés de paiement, les déficits hypothécaires que j'avais couverts, les renouvellements d'assurance que j'avais gérés, les avis fiscaux que j'avais réglés, les arriérés de services publics que j'avais payés, les rappels de permis pour l'atelier, le résumé du tableur. 4 ans de travail silencieux traduit en colonnes et en dates. Papa fixa les pages comme si elles étaient écrites dans une langue qu'il avait toujours moquée et dont il avait soudainement besoin. Tyler est devenu pâle autour de la bouche. Maman n'arrêtait pas de murmurer, « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Comme si l'ignorance était en quelque sorte une défense au lieu d'une confession. Finalement, Rebecca a parlé. Sa voix était calme, comme celle des chirurgiens quand ils expliquent la prochaine étape. Elle a résumé la fiducie, la licence d'occupation, les conditions de révocation, la clause de harcèlement, la déchéance de l'assurance, les options de transition de propriété et le calendrier d'évacuation si aucune sortie négociée n'était trouvée. Papa tenta d'abord le bluff. Ma mère ne ferait jamais ça. Rebecca fit glisser un avenant notarié sur la table, avec la signature soignée de grand-mère June si, elle l'a fait, dit-elle, spécifiquement parce qu'elle anticipait ce schéma de comportement. Il s'affala alors, et pour la première fois de ma vie, je le vis sans le bouclier du volume. Juste un homme qui avait confondu la dépendance avec l'autorité. Tyler me regarda avec quelque chose de plus laid que la colère. L'humiliation. Et alors? Tu as secrètement fait mieux que nous pendant tout ce temps? Cette question m'a tout dit. Dans son esprit, la compétence était de l'arrogance si elle venait de moi. Non, dis-je, j'ai secrètement empêché votre vie de s'effondrer pendant que vous me traitiez tous d'inutiles. Maman tendit la main vers la boîte à mouchoirs comme si c'était une bouée de sauvetage. Claire, nous avons dit des bêtises. Les familles se disputent. Tu ne peux pas nous détruire à cause d'un post Facebook. Je ne vous détruis pas à cause d'un post Facebook, dis-je. Je refuse de continuer à sauver des gens qui me rabaissent publiquement. Il y eut un long silence après cela. Pas vide, structurel, le genre qui arrive quand la vérité l'emporte enfin sur la performance. La voix de papa, quand elle revint, était plus basse. Que veux-tu? Pas, comment réparons-nous cela? Pas, que t'avons-nous fait? Juste le résultat transactionnel. Je m'y attendais. Je veux de la distance, dis-je. Je veux que la propriété soit libérée à temps. Je ne veux plus de contact direct en dehors de ce que l'avocat autorise. Je veux que chaque publication, commentaire et repost copié soient supprimés. Non pas parce que les effacer change quoi que ce soit, mais parce que vous ne pouvez pas continuer à utiliser mon humiliation comme divertissement. Je veux que vous compreniez que j'en ai fini de financer votre manque de respect. Maman commença à sangloter pour de bon, puis ses épaules tremblèrent. Les yeux de papa se mouillèrent, mais que ce soit par honte, rage ou pure panique, je ne pouvais le dire. Tyler renifla, jura à voix basse et détourna le regard. Tante Carole parla enfin, d'une voix douce et blessée. Comme le font les gens quand ils ont réalisé que le centre moral de l'histoire n'est pas là où ils le voulaient. Claire, vas-tu vraiment laisser cela être la fin? Je la regardais et pensais à chaque dîner de famille où j'étais la cible des blagues. Chaque fois que mes heures de travail étaient raillées, chaque fois que ma chambre était traitée comme une preuve de mon échec au lieu d'un centre de commande construit autour d'un travail qu'aucun d'eux ne respectait parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Non, dis-je, ce n'est pas la fin. C'est la partie où vous vivez enfin dans la vérité que vous avez créée. Reniflement puis je me suis levé, j'ai sorti une seule clé de maison de mon portefeuille, le double que j'avais gardé parce qu'une partie de moi croyait autrefois que la responsabilité était de l'amour, et je l'ai placée sur la table de conférence devant mon père. Grand-mère m'a donné cette maison à protéger, dis-je. Je l'ai fait, mais pas de la manière dont vous l'attendiez. Je suis parti avant qu'aucun d'eux ne puisse transformer leurs larmes en négociations.
Dans le couloir, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur un instant. Non pas parce que je regrettais, mais parce que certaines victoires font mal en sortant. Les gens aiment dire que le sang est plus épais que l'eau, mais personne ne parle assez de la densité de la culpabilité quand une famille a passé des années à la pétrir dans votre colonne vertébrale. S'éloigner des étrangers est facile. S'éloigner des gens qui vous ont appris que votre douleur était déloyale demande de la force. J'avais cette force maintenant. Ils ne l'avaient simplement pas remarqué en train de se construire. Les appels ont continué pendant 3 jours, puis ont ralenti, puis ont changé de forme. Papa est passé des exigences aux négociations. Maman est passée des pleurs aux souvenirs, envoyant de vieilles photos et recettes comme si la nostalgie pouvait fonctionner comme un serrurier. Tyler est resté silencieux après un dernier message me qualifiant de froide, puis a refait surface par l'intermédiaire d'un cousin pour demander si je les aiderais au moins à trouver quelque chose. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Rebecca a géré la communication immobilière. Les postes ont disparu, mais pas avant que suffisamment de captures d'écran ne circulent pour que les gens de la ville révisent discrètement leurs opinions. Je n'ai pas fait de takedown public. Je n'ai pas publié de fil de discussion triomphant. Je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà entrée dans la pièce, portant des dates, des signatures et des conséquences. 30 jours plus tard, la maison était vide. Le terrain du garage est revenu entièrement sous la gestion de la fiducie, et j'ai choisi de ne pas renouveler d'arrangement d'utilisation pour la famille Bennett. J'ai vendu une parcelle adjacente inutilisée que grand-mère avait incluse dans la fiducie et j'ai utilisé une partie des bénéfices pour établir un petit fonds d'urgence de formation technique au collège communautaire en son nom, pour les étudiants adultes qui reconstruisent leur vie. En particulier les femmes qui changent de carrière plus tard que d'autres ne le pensaient. Cela ressemblait plus à de la justice que n'importe quel cri. La maison familiale elle-même, je l'ai gardée un certain temps, non pas comme un foyer où retourner, mais comme la preuve que la survie ressemble parfois à des documents juridiques, à des limites et au courage d'arrêter de traduire la cruauté en amour. J'y suis allé une fois après leur départ. Ma vieille chambre, la précieuse man cave de papa, sentait encore légèrement la peinture fraîche et l'ego rassis. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardais le fauteuil inclinable qu'ils avaient traîné pour célébrer mon absence, et ne ressentais rien qui ressemblait à de la perte, juste de la clarté. Certaines personnes pensent que la vengeance, c'est crier plus fort. Parfois, c'est simplement laisser les gens faire l'expérience de la vie sans accès à la personne qu'ils ont sous-estimée. Mon père a laissé tout le monde se moquer de moi en ligne parce qu'il croyait que l'humiliation publique me figerait dans le rôle dont il avait besoin. La fille dépendante, la blague de famille, celle qui absorbait le manque de respect et gardait les lumières allumées. Quoi qu'il en soit, 2 semaines plus tard, lorsque les appels ont commencé à affluer, il a appris la différence entre quelqu'un qui est faible et quelqu'un qui a été patient. Ce ne sont pas la même chose. S'il y a une leçon dans cette histoire, ce n'est pas que l'argent gagne ou que la paperasse compte plus que la famille. C'est que le respect n'est pas facultatif simplement parce la cible partage votre nom de famille. Si les personnes les plus proches de vous ne se sentent à l'aise que lorsque vous êtes diminué, alors votre croissance leur apparaîtra toujours comme une trahison. Laissez-les faire. Vous ne devez à personne un accès à vie en échange d'un lien de parenté. Vous n'avez pas à auditionner pour une décence élémentaire au sein de votre propre lignée. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est d'arrêter de secourir les personnes qui ont construit leur estime de soi sur votre silence. Je pensais autrefois que partir ferait de moi la méchante de l'histoire familiale. Peut-être que oui. Mais je préfère être la méchante dans leur version que de disparaître dans la mienne. Alors, dites-moi ceci, si les personnes qui vous ont élevé n'aimaient que la version de vous qui restait petite, continueriez-vous à vous rétrécir pour préserver la paix? Ou les laisseriez-vous enfin apprendre à quel point votre absence est vraiment coûteuse? De mon point de vue, cette histoire ne concerne pas vraiment la vengeance. Il s'agit de l'estime de soi, des limites et du moment douloureux où quelqu'un cesse enfin d'accepter le manque de respect de la part des personnes même qui auraient dû l'aimer le plus. Ce qui m'est resté, c'est à quel point les familles confondent souvent le contrôle avec l'attention et le silence avec la faiblesse. La force de Claire n'était pas de riposter, mais de reconnaître sa valeur et de refuser de continuer à sauver des gens qui ne l'appréciaient que lorsqu'elle souffrait en silence. Pour moi, c'est la vraie leçon. Parfois, s'en aller n'est pas de la cruauté. C'est du courage.